Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis aujourd'hui à Galician, porte de la Camargue, chez Gilbert Collard, député du Gard, de la 2e circonscription du Gard, pour parler de protection animale, parce que bien entendu vous êtes dans Un cœur comme le tien, l'émission de la protection animale, et nous allons parler en cette période électorale d'animaux, d'abandon, de maltraitance. Et HWM a suivi dernièrement Gilbert Collard dans une de ses réunions publiques, et il a déclaré ceci. Quand il y a eu la loi sur les abattoirs, j'ai été un des premiers à me lever et à exiger que le traitement des animaux soit différent dans les abattoirs. Et j'ai pris la parole et j'ai voté le texte contre l'avis, du reste, de beaucoup de républicains et de beaucoup de socialistes. Voilà, donc ce qui prouve aujourd'hui que Gilbert Collard n'est pas un député enfermé dans ses idées, puisqu'il vote aussi également des idées, des projets de loi venus d'ailleurs, surtout quand il s'agit du cœur et de l'animal. Donc Gilbert, bonjour. Bienvenue à Galician. Voilà. Je peux faire une observation démocratique. Je pense que vous auriez pu inviter à participer à notre émission pour s'exprimer. Mes 2 ânes, oui. mes poules, mon coq, mon chien et mes oiseaux. On les verra, on les a dans la boîte. Vous ne les avez pas interviewés. Et non. Et il arrive quelquefois que mes ânes soient beaucoup plus intelligents que moi. On dit toujours que l'animal, de toute façon, a une intelligence que souvent l'humain ne comprend pas toujours. Ah, c'est la forme intuitive de l'intelligence. Voilà. La perception de ce qu'on ne perçoit pas. Vous savez que lorsque vous êtes arrivé, le coq a chanté parce que j'ai un coq alarme. D'accord. Il signale l'arrivée des amis D'accord. et des ennemis peut-être aussi. Oui. On ne sait pas, mais bon, en tout cas, il est là, il fait son travail, le coq, et en plus d'annoncer le lever du jour. Il s'appelle Clovis. Clovis. C'est original, non? Ouais. Et les ânes, les pseudos des ânes? Alors, ils ont leur vrai nom, ouais. Et puis le nom que j'utilise devant les journalistes, parce que je ne veux pas utiliser mes compagnons à des fins polémiques. D'accord. Donc, on gardera le silence là-dessus. Voilà, Gilbert Collard. On parlait de maltraitance, on a vu dans le petit extrait vidéo que vous aviez voté la loi Falorni pour l'implantation des vidéos de surveillance dans les abattoirs. D'après vous, comment lutter efficacement contre la maltraitance quand on voit que la majorité des lois existantes ne sont pas appliquées? Il n'y a qu'une seule méthode, c'est la pédagogie. Expliquer comment on doit se comporter avec un animal, faire comprendre que c'est une dimension de l'être humain, et s'efforcer de sensibiliser le plus possible les hommes et les femmes à la responsabilité. Ne pas prendre un chien pour l'abandonner, ne pas prendre un animal pour le maltraiter. Les lois existent. Alors peut-être qu'on pourrait aussi renforcer la surveillance, de manière à pouvoir intervenir plus rapidement, plus efficacement, quand on sait qu'un animal est maltraité. Peut-être aussi obtenir des procureurs qu'ils activent plus rapidement la répression quand eux, on leur signale des faits de maltraitance. En général, ils s'en préoccupent quand c'est médiatisé. Mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de faits de maltraitance sur des animaux qui sont abandonnés parce que inconnus de l'opinion publique, et qui donc constituent souvent, pour certains magistrats, des faits secondaires. Ça, c'est tout à fait inacceptable, parce que la souffrance qu'on fait un animal, elle est prémonitoire de la souffrance qu'on fait à l'humain. C'est souvent dans ce cas-là que ça fonctionne, parce qu'en général, ils s'exercent sur les animaux. Et oui, j'en parlais justement avec maître Isabelle Thérin, que vous connaissez bien, et qui me disait exactement la même chose, que si souvent la justice intervenait au moment où il se passe des cas de maltraitance sur animaux, ça éviterait peut-être pas mal de problèmes après. Et même, je dirais, ça devrait être un signe criminologique. On devrait considérer que
le passage à l'acte de violence sur l'animal est un signe clinique qui peut préfigurer des passages à l'acte sur l'homme. Malheureusement, on traite ces actes qui parfois sont d'une inhumanité insupportable avec une certaine banalité qui, moi, m'insupporte parce que je suis persuadé que la violence faite à l'animal est l'antichambre de la violence faite à l'homme et qu'elle recèle quelque chose de profondément primaire. Profondément primaire. L'homme est primaire, de toute façon, ça fait partie de l'humanité, mais c'est vrai que il vaut mieux un primaire qui ne fait pas de mal à l'animal. Tout à fait, voilà. Contre l'abandon, plusieurs lois existent, puisque déjà, on a la loi du 1er janvier 2016 qui régule et qui empêche de vendre des animaux, aux particuliers de vendre des animaux plutôt. Donc ce qui fait que déjà là, ça fait moins d'animaux dans la nature, on va dire. Le contrôle des éleveurs aussi, c'est très important parce qu'on arrive à des éleveurs supermarchés qu'on appelle, c'est des éleveurs à 20-25 races qui, pour la plupart, se servent à l'étranger, en Roumanie en particulier. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait fermer les frontières là aussi, réguler un peu Écoutez, là on est en présence d'un chantier législatif. Il est indispensable de limiter le commerce des animaux. Sinon, comme vous le disiez en utilisant une expression tout à fait juste, on a un supermarché de la vente des animaux avec tous les dégâts qui s'y attachent. Donc il faut un texte de loi qui empêche les marchands d'animaux de faire un commerce hypertrophié. En ce qui concerne l'abandon, est-ce que je vais oser vous dire l'idée que j'ai? Il faut en débattre. Je ne dis pas que j'ai raison comme ça. Je dis que c'est une idée. Je pense que toute personne ayant fait l'objet d'un constat d'abandon d'un animal dans des conditions inqualifiables ne devrait plus pouvoir acheter un animal. Alors vous allez me dire, il va falloir un permis pour acheter un animal. On pourrait avoir une espèce de registre sur lequel figurerait obligatoirement le nom de la personne signalée ou, si cela se produit, condamnée en fonction des circonstances pour avoir abandonné l'animal. Et cette personne, ne pourrait plus avoir un animal, au moins pendant une période d'épreuve. Alors je reconnais que ça mérite débat. Je ne dis pas que j'ai raison. Mais quand on voit ces chiens errant jusqu'à la mort sur les autoroutes, je trouve que ce serait une bonne chose que leurs propriétaires ne puissent plus avoir un animal. Oui. Bon, je fais pas de politique, à part pour les animaux, mais dans le programme de François Fillon, il y avait un petit truc qui m'avait titillé l'esprit, c'était qu'il ouvrait la possibilité à une personne morale, c'est-à-dire un établissement, une maison de repos, une maison de retraite, la possibilité d'avoir un animal. C'est-à-dire que ça finissait pas, par exemple, comme la personne âgée qui finit en maison de retraite avec son animal, la personne décède et l'animal, on l'amène au refuge. Là, c'était l'animal restait la propriété de la maison de retraite et pouvait ainsi continuer sa ronron-thérapie sur les autres patients. Que pensez-vous de cette idée? Mais c'est une excellente idée. Excellente idée. Je vais vous faire une petite confidence. Je ne sais pas si nos amis auditeurs connaîtront l'affaire, mais j'ai été l'avocat de la famille Dominici, des enfants qui ont voulu faire réhabiliter le papé. Et quand j'étais enfant, j'étais à côté de mon père, qui lisait le journal, et on parlait de l'affaire Dominici. Et je me rappelle une photo du papé avec son chien. Et mon père m'avait dit, le pauvre homme, il envoie des lettres pour qu'on lui amène son chien en prison. Et il pleurait de ne pas avoir son chien. Je vous assure que, enfant,
cette image s'est gravée dans mon cœur. J'ai maintenant, du reste, dans mon bureau, la photo du papé, hein, la photo historique, hein, où on le voit avec toute la famille. Et je ne peux pas me défaire de cette idée de ce vieil homme, innocent en plus, mais condamné, abandonné de tous, et qui avait qu'une envie, c'est d'avoir son chien. Alors vous imaginez comme ce genre de proposition m'agrée. Hein. C'est pour ça qu'on peut reconnaître que des idées, toutes les idées sont bonnes, et en matière de protection animale, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de gauche, de droite, il n'y a pas de tout ça, et il n'y a qu'une, c'est le cœur. Heureusement, enfin, je veux dire que moi je ne crois pas qu'on peut être ni de droite ni de gauche, hein, parce que je pense qu'il faut avoir une colonne vertébrale. Mais il y a des moments où les questions qui se posent dépassent nos engagements politiques. Et là, il serait absurde de ne pas y aller parce que c'est l'adversaire qui le propose. Quand il a été question, ça n'a rien à voir, hein, de la séparation des banques d'affaires et de gestion, bon, j'ai voté pour. Et pourtant, c'était pas un texte que je présentais. Hein. Oui, tout à fait. Mais là, donc, ça vaudrait le coup d'envisager cette loi pour autoriser... La loi Papé Dominici. Hein. Voilà. Mais pourquoi pas? Oui, effectivement. Mais, parce que là, on se rend compte à quel point vraiment l'animal est important pour un détenu, pour une personne malade. Mais est-ce qu'il vous est arrivé une fois de perdre votre chien? Bon. On court partout. À ma femme et moi, ça nous est arrivé 3 fois, je crois. Heureusement, on l'a retrouvé 3 fois. Mais on était effondrés. Mais effondrés. Connais ça. Voilà. Non, c'est sûr que c'est pour ça que je vous dis, c'est quelque chose de filial après entre l'animal et l'homme, surtout quand l'homme aime l'animal autant que l'animal. Ça va plus loin. Oui. Ça va plus loin. Oui. C'est l'affection immatérielle. Oui. Il se dit, il se fait, il se passe des choses qui entre les hommes s'inscrivent, mais entre l'homme et l'animal ne s'inscrit pas mais existe. C'est d'un autre niveau. Et là je crois que il faut avoir la sensibilité d'aimer suffisamment l'animal pour savoir que s'inscrit dans l'invisible la relation entre l'homme et l'animal. Gilbert Collard, on vient de parler de ronron thérapie, de tout ce qui est thérapeutique, vertu thérapeutique de l'animal, la vertu du cœur surtout, puisque bon nombre de SDF possèdent des animaux, c'est le seul lien qui les tient en vie pour la plupart, et on se rend compte que très peu de centres d'accueil pour SDF, notamment l'hiver quand il fait très froid, acceptent les animaux dans leur structure, et donc ces SDF qui aiment leurs chiens, leurs chats au-delà de tout, ne veulent pas les laisser, donc restent avec eux dans la rue. Et est-ce que vous seriez pour qu'il y ait beaucoup plus de centres d'accueil pour SDF qui acceptent les animaux? Le SDF n'abandonne pas son chien et son chien ne l'abandonne pas. À eux deux, ils ne sont pas abandonnés. Seuls, ils sont abandonnés. Pour répondre franchement, je suis obligé de faire un peu de politique. La Cour des comptes nous a dit qu'on n'a quasiment plus le moyen d'héberger nos SDF parce que l'hébergement des migrants l'impacte. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Donc, avant de rêver que les SDF puissent venir avec leurs chiens, ce que je souhaite, parce que la jurisprudence Papé Dominici, elle s'appliquera tout le temps. Faudrait-il encore qu'on puisse héberger tous nos SDF, ce qui est loin d'être le cas. Mais je reste persuadé que, comme il y a l'accordéon du pauvre, il y a le chien du SDF. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, tout ça, en tout cas, c'est des idées qui fleurissent un peu dans nos esprits, et tout simplement parce que on s'aperçoit, comme vous venez de le dire, que le SDF et l'animal et son chien ne font qu'un. Voilà. Et l'un est le chauffage de l'autre. Voilà. Surtout en plein hiver, quand il fait des températures bien en dessous de 0. Nous allons attaquer un sujet
plus régional, plus méditerranéen, puisque nous allons parler des élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Et dans la deuxième circonscription du Gard, dans laquelle vous êtes candidat pour le RBM, je le rappelle, et le Front National, vous êtes opposé à Marie Sarah, hein, qui a été investie par le mouvement En Marche du président Emmanuel Macron. Sur un coup de téléphone, oui. Ouais. Alors, ma question sera en deux parties. D'abord sur la corrida en elle-même, et la deuxième, bien entendu, directement liée à Marie Sarah. Mais ma première question donc sera d'abord, qu'est-ce que vous pensez de la corrida? Et seriez-vous pour ou contre un référendum pour son abolition, ou contre son abolition, bien entendu, en sachant que la majorité des protecteurs des animaux réclament cela depuis très longtemps, quoi. Alors, moi je suis arrivé à la corrida par la littérature. C'est Hemingway qui m'a donné envie d'aller voir. Aujourd'hui, je trouve que le spectacle s'est quand même très dégradé. Et je n'ai plus trop envie d'y aller, même si je comprends tout à fait, j'ai des amis, hein, qu'on puisse y aller. Je défends, d'un point de vue mistralien, la tradition. Et je ne m'autorise pas le droit de toucher à la tradition. Maintenant, si demain, il y avait une proposition de loi, ou un projet de loi, visant à interdire la corrida, je ne m'autoriserai pas personnellement à faire prévaloir mon point de vue sur celui des habitantes et des habitants de ma circonscription. Donc je ferai une sorte de référendum pour savoir ce que veut la circonscription. Et je m'en tiendrai purement et simplement, pour mon vote, aux instructions que le référendum fait auprès de la population me donnerait. Je ne m'autoriserai pas à imposer mon point de vue au nom du respect de la tradition. Si les habitants disent qu'ils veulent maintenir la tradition, alors que moi je suis de la Bouvine, je suis profondément de la Bouvine, ce qui n'est pas la même chose. Voilà, oui, parce que beaucoup de personnes dans la tradition camarguaise aiment la course libre, par exemple, comme on dit, ou la course camarguaise, mais n'aiment pas la corrida aussi. À la Bouvine, ça n'a rien à voir avec la corrida. Moi, je me rappelle un grand raster, dont je dirai pas le nom pour ne pas le compromettre, mais qui habite pas loin d'ici, à Galician, qui un jour m'a amené au pré pour me montrer le taureau de légende. Celui qu'il avait raseté, qu'il avait encorné du reste, hein, violemment. Hein. Et on s'est approché de la barrière du pré, et il m'a montré le taureau au loin, tout fatigué, tout rhumatisant, tout vieux. Et le raster m'a dit, tu vois, hein, le pauvre, hein, tu vois, hein, le pauvre, hein, quand je pense comme il courait, et il s'est mis à pleurer. Ouais. Et il s'est mis à pleurer. Alors, c'est vraiment pas la même chose, hein. Mais cela étant dit, on n'a pas le droit, sur des questions qui touchent à la division d'une opinion, de faire prédominer son avis. Là, il faut que ce soit l'avis. Dans la tradition camarguaise, le taureau est roi. Ah, le taureau c'est le seigneur. C'est le seigneur, ah oui, oui. C'est le seigneur. Du reste, on lui doit respect. Voilà. Et donc la deuxième partie, donc par rapport à Marie Sarah, donc qui a été très très violente à votre égard, puisqu'elle a déclaré, elle a fait référence à ses entrées dans l'arène du temps où elle était torero à cheval, et elle a dit vouloir abattre Gilbert Collard. Abattre, c'est pas un terme, voilà. Si je l'avais employé, moi, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit, hein. Voilà, tout à fait. Donc quelle est votre opinion sur la personne en elle-même, et puis sur ce qu'elle déclare sur vous, quoi? Bon, je m'en fous un peu, hein. Moi, je ne me serais pas permis d'employer ce terme parce que je n'abats personne. La démocratie, c'est pas l'abattage. Ce qui prouve bien qu'elle est déplacée. J'aurais aimé que lorsque j'étais à France 2, elle ne s'enfuit pas. C'est tout en... Ça laisse s'imaginer pas mal de choses.
comprenne, qui voudra. Voilà. Donc c'est tout ce que vous avez à déclarer. Donc. Ce que je peux rajouter, c'est que moi je suis pas un taureau, Oui. et qu'elle, je crois, n'est pas une torera. Non, elle ne l'est plus en tout cas. Si elle... Mais si elle l'a été, ce fut il y a bien longtemps, et dans des conditions qui n'ont pas soulevé quand même l'admiration des foules. Comme je l'ai dit en rigolant une fois, si on avait été dans une région où le cassoulet l'emportait, on aurait eu William Saurin comme candidat. Hein. Dans une région où le cyclisme était roi, Virenque. Et puis aussi dans une région... À l'insu de son plein gré, évidemment. Du reste, j'ai été son avocat, je vous le rappelle quand même. Hein. Et si on avait été dans une région où l'accordéon dominait, on aurait eu Yvette Horner, que j'aime beaucoup et que je salue au passage. On a eu Giscard. Oui, c'est quand même pas Yvette Horner, ni Virenque, ni Marie Sarah Bernard, ni... En tout cas, merci Gilbert Collard pour cette invitation, parce que ça prouve votre attachement. On vous a vu agir avec vos animaux, on vous a vu même jouer avec la chienne dans la cour tout à l'heure. Qu'on a sauvé de la maltraitance. Tout à fait. Et qui en a gardé une peur. Ouais. Psychanalytique presque. Hein. Oui, on a vu que moi j'ai pas eu la chance de pouvoir la caresser. En tout cas, voilà, encore une fois, merci pour cette invitation. Merci pour les animaux, merci pour tout ce que vous faites pour les animaux. Je sais que vous êtes très engagé, que vous avez également réservé une partie budgétaire de votre enveloppe, comme on dit, à la protection animale. Et ça, pour cela, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci à vous aussi. Je suis avec Anne-Marie Collard, qui est l'épouse de Gilbert Collard, et je suis juste en audio pour lui poser 2 questions. La première, qu'est-ce que être l'épouse de Gilbert Collard, qu'est-ce que ça représente au quotidien ? C'est compliqué, parce qu'il y a deux facettes à gérer, l'homme public et l'homme privé. Voilà, donc effectivement c'est compliqué. Et la seconde question se rapporte bien entendu aux animaux, puisque c'est l'émission des animaux. Vous êtes très très impliqué dans la protection animale, et d'où vous vient cet amour des animaux ? Je crois que c'est parce que j'ai passé mon enfance dans une ferme. Et donc j'ai été en contact permanent avec les chiens, les lapins, les poules, les vaches. J'ai une passion pour les vaches. Et on allait au champ avec les animaux, et je me suis vraiment attachée à l'agent animal de cette manière. On était sans arrêt avec des animaux. 4 mois par an, ce qui est énorme. Et étant petite, donc je souffrais à la maison pendant la période scolaire de ne pas avoir d'animal près de moi, et j'en profitais pendant les vacances. Et dès que j'ai pu, je suis allée chercher un chien à l'SPA, dès que je suis partie de chez mes parents. Voilà. Et on fera référence à ce que nous disait Gilbert Collard dans la première émission, de votre allergie aux poils de chat, et que vous êtes restés malgré tout unis avec la ventoline. Oui, c'est ça. Quand j'ai rencontré mon mari, il avait un chat angora qui s'appelait Luna, et pendant 2 ans j'ai supporté le chat au prix de 3-4 crises d'asthme par jour. Voilà. Et finalement un ami compatissant a hébergé Luna. Voilà. C'est beau l'amour quand même. Merci Anne-Marie Collard.